Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute Bonjour nouvelle les gars, vidéo sur la chaîne YouTube. commençons le Et comme vous l'avez briefing vu de au titre cette de la étape. miniature, Ça va être une aujourd'hui journée c'est loin la d'être suite du évidente tour à en temps gérer. réel Plusieurs difficultés au avec programme avant une arrivée Leader prévue au Trek, sommet. première C'est étape une de étape qui moyenne peut montagne et s'avérer le retour en importante pour le France dans classement cette général. étape Il va entre falloir répondre Granolers et présent dans les la Angles. dernière ascension si on veut bien 200 figurer. On est en km de mesure de moyenne viser un montagne top avec 10. toujours cette Allez, canicule quand même bonne et route quelques les gars. nuages autour du soleil. On verra quand même que pour Gavanigène on aura canicule plein soleil tout comme pour Pau, hein. Mais cette étape-ci, le profil du jour se prête davantage à la formation d'une échappée de Sweet Border qu'à la mobilisation des meilleurs grimpeurs du monde, et ce en dépit des 3950 mètres de dénivelé positif sur l'étape et de l'escalade du col de Tozès. Alors, même si j'ai quand même vu sur le tour en temps réel de Styros, sur le tour de Styros avec la Ligue de Trek ou encore avec son pro team, même si ça peut être pour une échappée, en début de tour dans le jeu, les échappées ont du mal à aller avant. Mais on va quand même envoyer des coureurs aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des points au classement de la montagne, mine de rien, il y en a quand même 19. Alors on va peut-être pas envoyer Skelmos, on gardera Skelmos et Ayuso. Ayuso qui a perdu un petit peu de temps hier. On s'est pas mal foré, on a fini 10ème. Peut-être qu'on enverra des Reggie aujourd'hui avec Tom Scoins. Étape bien évidemment, donc retour en France. On partira de Granollers dans la province de Barcelone. On parlera de Rirona, Rirona bien évidemment pour la ville, mais la Costa Brava. On parlera évidemment aussi du Tour de Catalogne que j'ai très pu en parler hier. Et puis on arrivera dans les Pyrénées orientales. Quoi qu'en vrai, je pense que le Tour de Catalogne, oui, voilà, c'est une épreuve, enfin une course cycliste d'une semaine de niveau World Tour qui se court à la suite de Milan-San Remo, qui est toujours assez intéressante parce qu'on peut avoir deux étapes, voire trois étapes de montagne. Surtout cette année, il y en a une qui a été raccourcie, donc on a vraiment deux grosses étapes difficiles. L'arrivée à Barcelone, comme on a dit en circuit, en reprenant mon jeu, sauf que l'arrivée est sur le plat. Mais ça, on a parlé de la victoire de Gilmore hier, et puis on a souvent ouais, quelques sprints remportés, notamment par Dorian Godon avec la première et la troisième étape pour lui. Une course où il y a quand même pas mal de niveaux parce que cette année il y avait Remco, il y avait Vingord, il y avait quand même Lenny Martinez, Valentin Pipin, Tulipovic entre autres, même O'Connor ou Félix Gall. Mais il y avait, enfin voilà, c'est quand même une course assez intéressante. Granollers, les Angles, on va peut-être même pouvoir reparler de cette étape ci enfin de cette épreuve-ci qui est le Tour de Catalogne, qui vraiment quand même, alors que les favoris sont Sexas, Evenepoel, Pogacar. Donc ce Tour de Catalogne, parce que hier je voulais l'évoquer, sauf que pile au moment où je faisais la vidéo, ça m'énerve ce clavier quand je veux faire quelque chose. Ouh, état de grâce pour Mathias Kelmoz. Aujourd'hui, forme. On a une forme, un pic de forme pour Mats Pedersen. Ça, par contre, bonne forme pour Verona et Tom Scoins qui a déjà un petit peu de barre de fatigue avec les tentatives d'échapper d'hier. Forme classique pour Ayuso, Quinn Simmons et Mathias Vacek qui est au plus bas de sa forme des Reggie. Ça tombe bien, je voulais envoyer des Reggie à l'avant. Euh, donc on l'enverra pas. Ayuso leader d'étape, mais je pense qu'on est obligé d'envoyer Skelmos vu l'état de forme qu'il a aujourd'hui. On va devoir jouer avec lui. Donc c'est cette étape, 1059 km cette année à 40,827 km/h de moyenne. Donc meilleur grimpeur de Chicone, meilleure équipe Red Bull, meilleur jeune Lenny, et puis Lipoïs 3ème, deuxième Lenny, 4ème Valentin Pipint et vainqueur Jonas Vingegaard. Voilà, 3 étapes de profil accidenté, mais également 3 étapes qui arrivent au sommet et après plus une étape de plat. Enfin, non, la dernière étape est plutôt en boucle. Voilà. Voilà, c'est plutôt le contexte que l'on peut avoir. On va juste, ouais, avant quand même de commencer vraiment le dialogue de cette étape, on peut quand même évoquer cette étape-ci quand même. Enfin, cette étape-ci enfin, cette ville plutôt de Granollers. Donc Granollers, est-ce qu'on peut avoir plutôt cette ville qui est catalane dans le comarque, on est du Valais oriental. Ville assez champêtre visiblement quand même. Est située dans le plateau du Valais de la dépression enfin pré-littorale catalane. Son altitude est de 248 mètres. Vieux vestiges humains trouvés à Granollers sont plus de 4000 ans. C'est archéologique le plus important que celui de la nécropole de Can Troulaes de l'époque romaine plus ancienne. Référence à la ville apparaîtra en 944, appelée alors Granularios Subteriore. À partir de l'année 1040 est mentionné le marché hebdomadaire tenu à Granollers. L'église, le seigneur féodal de la Roca et le roi rivaliste pour le territoire de Granollers. Cette situation d'instabilité incita donc au XIIIe, XIVe et XVe siècle les habitants recueillirent 10 000 florins qui furent mis dans la main du roi d'Alphonse IV d'Aragon pour incorporer finalement la ville à la couronne. Depuis lors, Alphonse IV donc simplement déclara la ville rue de Barcelone en 1418. Et est-ce qu'on a, oui, la troisième guerre carliste a été celui qui a touché la ville le plus, avec 3000 carlistes ont été attaqués et enlevé le maire et 33 autres personnes qui ont été libérées après avoir payé une rançon. C'était en 1875.
La guerre civile a été également très dure. S'y produisent 4 bombardements de l'aviation italo-allemande. Le 31 mai 1938, l'objectif principal est la destruction des usines de munitions d'artillerie et d'avions. La centrale électrique des avions Savoia Marchetti SM.79 ont lâché 30 bombes explosives et environ 10 incendiaires qui ont causé des incendies, des centaines de blessés, de morts et de nombreux ravages dans les bâtiments. En 1991, deux remarquables installations sportives voient le jour, le circuit de vitesse de Catalunya et le Palais des Sports, le siège de la compétition de handball des JO de Barcelone en 92. On parlera de Girona, parce que Girona, non pas que pour l'équipe de foot, c'est aussi la ville d'un certain Luis Enrique, bien évidemment. Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. On parlera des Pyrénées-Orientales plus tard dans l'étape, bien évidemment. Ah non, pardon. Non, je me suis trompé. J'allais dire, est-ce que c'est Girona? Pas du tout. Il est de Riron, oui, mais c'est dans les Asturies. À chaque fois, j'ai un doute. Est-ce que c'est Girona en Catalogne ou est-ce que c'est Riron dans les Asturies? Mais c'est bien Riron dans les Asturies, la ville de Luis Enrique, pardon. Bon, je me suis trompé, mais on va quand même parler de Rirona, la ville de Gérone, tout simplement en Espagne. Oh, je me suis fait un flop là. Ah, parce que quand il y avait le documentaire sur la deuxième étoile du PSG sur Canal+, ils avaient montré Riron. Et mon père m'a demandé si je savais trop à peu près où c'était en Espagne. Et ben pour moi, j'avais un doute toujours entre la ville de Catalogne, mais Catalogne, c'est R-O, alors que c'est Rota, donc J-O, et pas de E pas de A à la fin, seulement N dans les Asturies. Donc ville plutôt sympathique quand même, de 108 666 habitants. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire juste ça a été fondé par les Ibères durant la guerre opposant Sertorius à Pompée. Ce dernier fit construire un oppidum sur la voie Héracléa, future via Augusta, pour la défendre contre les troupes levées par Sertorius. On peut voir quoi que c'était une ville catalane assiégée par le roi Philippe III, le hardi roi de France, parti en guerre contre le roi d'Aragon entre le 26 juin et le 7 septembre 1285. Il ravage la ville et la sépulture de Saint Narcisse, patron de Gérone, dont le tombeau se situe dans la cathédrale Santa Maria. À l'époque moderne, les Français l'assiègent plusieurs fois en 1653 et 1694. Les écoles balistiques d'une grande importance établies dans le quartier juif de Riron entre le 17e et le 18e siècle. Napoléon prend la ville en 1109. Et après, qu'est-ce qu'on peut juste dire d'autre? Ah oui, et la préfecture du département du Terre de 1112 à 1114, quand la Catalogne est incorporée à l'Empire français. On a également les remparts de la ville sont en partie abattus au 19e siècle pour permettre son expansion. Et Riron possède de nombreuses maisons issues de l'époque moderne, en particulier la Casa Masso, une des maisons qui surplombe l'Ouillard, où était l'architecte Rafael Masso Valenti jusqu'en 1912. Et cet architecte-ci, espagnol de Catalogne, qui dans le modernisme catalan, le noucentisme, l'université de Barcelone, il a la Casta Batlle, la Casa Salietti, la Casa Masso, Atenea, Casa Mascaron, ou encore la Casa de la Puncha et la Ferinera Teixidor, la Casa Masso, qui est à Riron dans ses réalisations. Et puis Rirona au football, bien évidemment, club qui est en Ligue des Champions, que le PSG avait battu 1-0 sur le but de Nuno Mendes en première journée Ligue des Champions, première journée, c'est un peu comme un contre son camp. Mais il me semble que ça appartient surtout au City Group, si je dis pas de bêtises. Donc la multipropriété, c'est ça. Le City Group et Pere Guardiola, qui est le frère de Pep Guardiola, qui détiennent 90% du capital, 45% chacun. Et là, je parle un peu du patrimoine avant le départ de l'étape, mais on reviendra sur le patrimoine quand même un peu tout à l'heure pour parler de la Catalogne. Version française tout simplement avec quand on sera du côté de la frontière, on parlera bien évidemment déjà je vois une ville sur la carte, c'est Prades. On parlera de Prades justement, mais on parlera bien évidemment de la station des Angles. Aujourd'hui on va peut-être envoyer Vérone à l'avant, Carlos Vérone à l'avant. Et des orgues. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Après 2 étapes intégralement espagnoles, direction la France et les Pyrénées-Orientales. Et quand on parle des Pyrénées, difficile de ne pas rencontrer quelques cols en chemin. Les coureurs ne seront pas confrontés à une grande étape de montagne, mais les différents... Ouais, alors bien évidemment, il y aura quand même Couture en ville connue des Pyrénées-Orientales qui est plus sur la côte. Il y a le vignoble où c'est plus du rosé, c'est-à-dire on est plus sur de la quantité que vraiment plus du vin dit de qualité. Alors ça reste du vin qui est intéressant autour de Perpignan, mais c'est plus comme ça, bien évidemment. Même si on n'est pas trop proche de Perpignan, donc on n'en parlera pas réellement. Mais on va surtout évoquer quand même
Tout simplement les angles. La ville de Prades que l'on voit sur la carte de Vélo Magazine, c'est pour ça aussi que j'en parle. Prades, on peut en parler. C'est une ville assez connue récemment. Pourquoi? Parce que son ancien maire est tout simplement l'ancien Premier ministre Jean Castex, qui est actuellement le PDG de la SNCF. C'est pour ça aussi que je voulais quand même en parler, parce que il y a un personnage connu de cette ville. Si on va envoyer Verona, et on va bien envoyer Skull quand même, parce que il est maillot à poire et en état de grâce. Alors en fait j'ai peur que l'échappée n'aille pas au bout. Si l'échappée vraiment ne prend pas beaucoup d'avance, alors dans ce cas là on le relèvera, mais je me dis quand même qu'un Mathias Skelmos, à moins qu'il soit considéré comme favori, ce qui risque d'être le cas. Ouais, on est considéré comme favori avec Skelmos aujourd'hui, donc je suis pas réellement sûr que ce soit bien qu'on parte à l'avant. Après on nous prête des points pour le classement de la montagne, mais je pense qu'avec un état de grâce, Skelmos pourrait être très intéressant dans le final. Après j'ai quand même envie de jouer avec Ayuso, c'est ça le problème. On verra par la suite. Au pire on passera sur tout de suite sur Juan Ayuso, sur Carlos Verona. Groupe de 7 quand même, d'ailleurs je vais peut-être vous le présenter, donc avec Luc Plapp, l'ancien champion d'Australie, vainqueur étape au Montbrouilly. Non, c'est Montbrouilly sur Paris-Nice 2023, il me semble pas que ce soit lui qui s'est imposé, c'était... J'ai un autre... Non, je crois qu'il avait pris le jaune, mais que c'était Buitrago qui s'est imposé. Avec sans doute des ambitions de victoire aujourd'hui. Paris-Nice 2017, c'était la victoire... Ouais, c'est ça, c'était Buitrago et c'était le jaune pour Luc Plapp. Donc et c'est Montbrouilly, jeu amphibie bien évidemment, s'est imposé en 2017 sur le contre-la-montre. Donc on a Yannis Aguirre, on en a parlé hier, le vainqueur du Grand Prix Miguel Indurain cette saison, ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France à 2 reprises pour ne citer que ses victoires-ci, mais toujours très à l'aise avec des podiums sur le Tour de Catalogne, Tour du Pays Basque, pardon, justement dans sa carrière. Et puis on peut citer entre autres, on a Jordan Gigat, le 10e du dernier Tour de France, vainqueur cette saison pour sa reprise sur la Glacier Grand Besançon Doubs. Et puis Van Wilder qui est là, Magnus Sørensen, le champion du Danemark. Et puis on a Guillaume Martin Guyonnet qui est à l'avant, n'est pas du tout le meilleur grimpeur. On n'est pas conseillé comme le meilleur grimpeur de cette échappée de 8. On était 7 tout à l'heure, maintenant on est 8. Mais le peloton nous a laissé un peu plus de 2 minutes de marge. Donc je suis pas sûr que l'échappée puisse aller au bout aujourd'hui. On est dans le plat de la Costa, 7 km 700 à 4,7% de pente moyenne. Première ascension répertoriée en deuxième catégorie. Même si ça c'est sur TNF, parce que dans le jeu IRL elle sera quand même répertoriée en troisième catégorie. Donc là on aura 5, 4, 3, 2 et 1 point à prendre. Alors qu'IRL on sera sur 2 et 1 point. Avec Verona, après on va essayer de défendre le maillot de notre coéquipier. Je rappelle pour Carlos Verona, alors qu'on a pris quelques mètres d'avance, vainqueur d'étape l'an dernier sur le Giro, la 15e étape lors de laquelle il s'était imposé en échappée. On a pris quelques mètres d'avance, c'était pas forcément voulu, mais bon écoutez, si on peut aller chercher les points, on va pas s'en priver totalement, parce qu'on n'est pas le corps qui a la meilleure accélération de notre équipe. Donc voilà, écoutez, 5 points, ce sera toujours des points que nos adversaires ne pourraient potentiellement pas prendre par rapport à notre coéquipier qui est leader de ce classement. Bien évidemment, Mathias Skelmos. On passe au sommet de cette difficulté en tête, ce qui va me permettre justement d'ailleurs un petit peu... C'est bien, t'as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. Ce qui va me permettre justement d'évoquer ce que je parlais tout à l'heure. On va parler des Angles, qui est tout simplement une station lors de laquelle on va arriver aujourd'hui. Donc les Angles... on va pouvoir l'évoquer, donc station de ski dans les Pyrénées-Orientales, en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le pays de Cassir, un haut plateau constitué d'une ancienne cuvette glaciaire, bien évidemment resserrée dans les massifs granitiques du Carlite et du Madrès. Bien évidemment, je connais les Auges glaciaires, ou les glaciers en U tout simplement. Ça est la géo complémentaire qui parle de cette année, et la géomorphologie. Ville de 597 habitants, donc plutôt village, mais c'est une station de ski exposée à un climat de montagne et drainée par l'eau de la Ladoura, règle des Puig Périques et le règle des Valsera, et par 2 autres cours d'eau inclus dans le parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Justement, on en parle juste après. La commune possède un patrimoine naturel remarquable, un site Natura 2000, Cassir, Carlite et Cardos. 10e au classement général, il confirme qu'il et le tête de la Mureylas et 9 zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. La population est en forte hausse de... Non, c'était... Il y a une forte hausse
Après 1962, bah forcément 1962 c'est le plan neige aussi. Non, plan neige, plan neige, est-ce que c'est pas cette époque-là? Enfin, c'est surtout qu'on avait des futurs, enfin qu'on avait pas mal de... C'est 64 le plan neige. De 64 à 77, parce que plusieurs modifications, notamment loi montagne, mais il y a plusieurs générations de stations de ski, et il y a une limitation en altitude, notamment pour celle des Pyrénées. On va passer aussi à Font-Romeu, on en parlera tout à l'heure. On va peut-être parler de Prades quand même, autant en parler maintenant. Prades, qui est tout simplement une commune sous-préfecture et chef-lieu du canton du département des Pyrénées-Orientales en Occitanie, fondée au 9e siècle, est aujourd'hui la principale ville de l'ouest du département. Ancienne cité fortifiée fondée au 9e siècle, on l'a dit, 6148 habitants, est un centre-ville urbain de 9253 habitants en 2014. Ses habitants sont les Pradins et les Pradéennes. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le pic de confluence correspondant à l'ensemble des vallées pyrénéennes qui confluent avec le lit creusé par le Tête et le Mont Louis et Rhodes. Mont Louis qu'on avait vu sur une table du Tour de France il y a quelques années. Prades, donc ça on l'a expliqué. La cité conflétoise est riche en monuments dans les rues et ruelles de son centre, comme les façades décorées, fontaines sculptées, des oratoires et des anciens lavoirs témoins de la prospérité bourgeoise des siècles précédents. En termes d'histoire, on a le comte non, oui, c'était à l'Empire carolingien, on a eu le marquis de Gothi qui était en charge des défenses, le comte a fait le comte d'Urgell, hein, et de Cerdagne a fait le don de l'abbaye Sainte-Marie de la Grèce. Prades devient alors un seigneurie de la Grâce, statut de la ville conservé jusqu'à la Révolution. Si on peut aller un peu plus récemment, le 8 juin 1940, les réfugiés de la ville de Menton, donc 15 000 et 21 000 habitants, ont été évacués dans la plupart, dans les Pyrénées-Orientales. Après les Espagnols, la ville de Prades qui va arriver tout simplement Légion de Menton. Prades accueille l'université catalane d'été en 1968, tous les ans depuis. En 1955, créé le ciné-club de la ville sous impulsion de Louis Monestier, alors le maire de la ville, et Marcel Toriol. En 1959, sous l'égide de René Clair, Pablo Casals, le président d'honneur, sont créées les rencontres cinématographiques internationales de Prades qui ont lieu chaque été pendant la 3e semaine de juillet. En 2009, l'association Les Ciné-Rencontres de Prades a fêté avec succès les 50 ans du festival. Pablo Casals, en 50 ans, a créé le festival de la musique qui porte désormais son nom, auquel il participera jusqu'en 66, et parmi les rencontres musicales devenues légendaires entre les plus grands instrumentistes de l'époque. Donc sur Menton, au fil de leur arrivée en gare de Prades, ceux-ci sont répartis en 83 communes du département, tandis que la mairie de Menton s'installe officiellement dans un bâtiment de la ville. Oui, après le 8 juin 40, oui, lors de la Seconde Guerre mondiale, bien évidemment, après l'attaque italienne du coup, s'installe officiellement dans un bâtiment de la ville. Cependant, les capacités d'accueil de la région commencent à être saturés. 3000 d'entre eux sont envoyés dans le Var le 13 octobre. À peine 3 jours plus tard, du 16 au 20 octobre, c'est l'ensemble du département qui subit d'importants dégâts lors de l'épisode pluvieux de l'Ogat. Fin octobre, la majorité des réfugiés de Menton sont envoyés dans le Var, où ils résistent pour la plupart jusqu'à la fin de la guerre. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre le 29 juillet 1944, attendez, ça c'est intéressant ça. C'est cette brigade qui s'attaque au QG de la Gestapo à Prades le 29 juillet 44, donc un groupe de la résistance, c'est également les Espagnols, la formation de résistance. La première brigade des guerrillos, donc 150 et 50 FTP français, luttent de manière acharnée pendant 5 heures sans réussir à prendre le contrôle des étages. 10 000 réfugiés espagnols arrivés à Prades par le train en 1939 en février à la tour Sainte-Carole. Les femmes et les enfants sont évacués, les hommes 30 000 de l'armée de l'Est sont retenus sous la surveillance du 81e régiment d'infanterie. Parmi eux, Pau Casals, élève violoncelliste, s'y trouve refuge en 39 alors que la chute de la République espagnole était proche dans les années qui suivent. Ils intéressent au sort de nombreux républicains espagnols exilés dans la région. Ce sont également des Espagnols qui créent une des principales formations de résistance, on l'a dit. Mais on va peut-être évoquer quand même le département des Pyrénées-Orientales. Pyrénées-Orientales, bien évidemment, département très connu. On parlera des Orguedilles ou du Mont Canigou, mais il y a la plaine du Roussillon, le Haut-Cerdage, le Conflent, le Val-Espire, les Aspres, les Albert, la Salanque et la Cap-Cyr, représentant la partie la plus septentrionale de la Catalogne. On a en langue le catalan qui est là, catalognan au pays catalan, sont en département français, limitrophe avec l'Espagne et la province de Gijón. Qu'est-ce qu'on peut juste préciser? Il n'y a pas de terme officiel pour désigner les habitants. Les Catalans, Catalanes ou Roussillonnaises, bien que ces termes puissent prêter à confusion avec les habitants de la Catalogne et ceux du seul Roussillon. Les habitants
des Pyrénées-Orientales font à la fois partie du Grand Sud-Ouest français et du Grand Sud-Est français. Ouais. Donc, bien évidemment avec le Languedoc, Roussillon justement, avant. Donc ça, ce département des Pyrénées-Orientales, qui est une des portes d'entrée des Pyrénées, bien évidemment la frontière aussi franco-espagnole, entre autres. On peut juste, qu'est-ce qu'on peut préciser d'autre? On va peut-être aller évoquer sur... Non, je vais juste aller sur Pro Cycling 2 secondes pour Jordan Jegat, parce qu'à chaque fois j'ai un doute sur sa victoire de début de saison. C'est bien calme. Pour Jordan Jegat, c'est bien la classique en Besançon Double qu'il avait remporté cette année. Donc ça, je m'étais pas trompé, parce qu'à chaque fois j'ai un doute entre celle-ci et le Tour du Jura cycliste. Après, on a quand même déjà fait plus de 20 minutes de vidéo. Non, je voudrais quand même au moins vous parler d'une dernière chose, c'est le Mont Canigou, quand même. Mont Canigou qui est un sommet des Pyrénées orientales, il est à 2785 mètres, il y a une course qui y arrive au sommet, il fait partie du massif du Canigou dont on dit les points culminants, est situé dans le Conflent, département français des Pyrénées-Orientales. Le plus haut sommet des Pyrénées-Orientales, ça on l'a vu. La première ascension, c'est vers 1280 par Pierre III. Il peut être perçu 2 à 3 fois par an au coucher de soleil depuis Marseille, que de nombreux autres points des Hauts-de-Provence. On peut le voir visiblement de Notre-Dame de la Garde. Géologie est constituée de l'orthogénèse de Casémie. Est-ce qu'on a... oui. Roche à fleurs également, sur l'intégralité des flancs ouest du pic. Une croix forgée de trône au sommet du pic et il y fut montée durant la Seconde Guerre mondiale par les scouts de la troupe Notre-Dame, la Reale de Perpignan en 1943. Donc voilà, on est en Catalogne aujourd'hui et on va parler de deux autres choses plus tard. On parlera des Orguedilles et du Mont Canigou. Plus vers le sprint intermédiaire. D'ailleurs, on va s'y retrouver au sprint intermédiaire. À tout de suite. Pour reprendre nos aventures sur ce temps réel. Allez, on se retrouve pour ce sprint intermédiaire. C'est vrai qu'on est déjà à 22 minutes de vidéo. Et il nous reste quand même tout le final à faire. Mais on est avec Mads Pedersen. Aujourd'hui, Mads Pedersen, bien évidemment, l'un des principaux favoris, comme j'ai dit, pour ce maillot vert. Il y a quand même Dorian Godon qui a une bonne pointe de vitesse face à nous. Les maillots sont là. Et oui, parce que... non, il y a le maillot de la Visma Vindies The Bike. J'ai pas trop fait gaffe depuis le début. Non, je disais parce que... j'ai comme une mise à jour qui est venue tout à l'heure. Donc je regarde s'il y a les nouveaux maillots, mais non, parce que j'ai pas vu le nouveau maillot de la Red Bull qui est sorti. Je pensais, quand j'ai dit hier qu'ils n'avaient pas changé de maillot, il n'était pas encore affiché sur PCS et j'ai pas fait gaffe à ça honnêtement, donc je m'en excuse un peu là-dessus. Par contre, on est assez mal placé avec Mads Pedersen, donc là va falloir essayer de faire un gros effort pour remonter. Non, mais il n'y a pas les nouveaux maillots de la Jayco de toute façon. Par contre, on était très bien passé avec Mads Pedersen. Et puis il y a aussi la Movistar qui a changé de maillot, qui passe à un maillot tout bleu comme il y a quelques années. Comme un peu un maillot typiquement historique de cette formation-ci. Oh ouais, on va finir très loin au sprint intermédiaire. Oh, on va finir 12ème peut-être sur la ligne. Bon, c'est un peu fait gêner, c'est vrai qu'ils sont 8 à l'avant, donc forcément il n'y a pas beaucoup de points à prendre. On n'en prend que 4, mais on fait 4ème du sprint du peloton. On bat Jesper Philipsen quand même qui ne prend pas de points. Alors on est certes battu quand même par Girmay. Parmi nos principaux adversaires, on récupère un petit peu de temps. Et du coup, on va pouvoir parler de deux autres choses que je voulais maintenant. C'est tout simplement Font-Romeu. Font-Romeu, bien évidemment, le centre pour sportifs qui a été créé, il me semble, sous l'époque du général de Gaulle, qui est proche de la frontière, bien évidemment. Font-Romeu est une commune française dans le département des Pyrénées-Orientales. Plan historique et culturel, déjà, c'est à 1200 mètres d'altitude, enfin une haute plaine à une altitude moyenne. À quelques kilomètres, une quarantaine du Mont Louis et de Bourg-Madame. On y passera. Font-Romeu est une commune rurale, 1762 habitants. Et si on va un peu plus dans la partie historique, là je voulais surtout parler, c'est voilà. Le four solaire d'Aïdalo, construit en 1962, s'est implanté près du village. Le site olympique a été inauguré en 67 près du village et devient le centre national d'entraînement en altitude. Mais aucune inquiétude puisqu'il n'y figure aucun favori pour le classement général.
est un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de haut niveau à 1850 mètres d'altitude dans le parc naturel régional des Pyrénées catalanes, près du site de l'Ermitage, berceau de la commune de Font-Romeu. C'est après les mauvaises performances des Français au JO que De Gaulle avait décidé de changer le modèle sportif. En 64, une seule médaille d'or. À l'époque, au JO de Rome, le président De Gaulle, lui aussi, honoré que la France retrouve son rang de grande nation. L'idée d'un centre d'entraînement a lieu sous l'impulsion de Maurice Herzog, ministre des Sports. Et on va quand même parler vite fait des Pyrénées catalanes. Quand même. Avant la deuxième partie de la course. L'écart avec la tête de course ne bouge quasiment pas. Le parc des Pyrénées catalanes, magnifique ici, la grotte de Canaletes, située à l'extrémité orientale de la chaîne des Pyrénées, à la frontière avec l'Espagne. Et en dehors, le parc naturel régional des Pyrénées catalanes est un territoire montagneux aux multifacettes créé en 2004. Il s'étend sur près de 139 000 hectares, englobant les régions du Cap-Sir, de la Cerdate et du Conflent. 21 000 habitants y vivent. Qu'est-ce qu'on peut dire? 3 régions historiques, donc Cap-Sir, Cerdagne ou le Conflent, forêt méditerranéenne, la garrigue, en passant par les massifs, tout simplement. C'est une zone réserve naturelle, 3 aires spéciales dépendant directement du Natura 2000, protection d'espaces naturels, traversée par le train jaune qui parcourt depuis 1910 les 62 km entre Villefranche-le-Conflent et la Tour Carole, qui valorise l'environnement, fédérant l'ensemble des acteurs locaux, services de l'économie locale. Il y a 9 stations ski, 2 citadelles Vauban, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, et 2 stations thermales. Et le train jaune, bien évidemment, c'est le train des Pyrénées, tout simplement. Le train jaune, train Groc ou le Canari, c'est les coureurs catalanes, exploités par la SNCF comme une partie intégrante du réseau TER Occitanie, entre Villefranche, Vernet-les-Bains, et en correspondance directe avec la ligne de Perpignan, Villefranche, Vernet-les-Bains. Depuis le 1er février 2002, il est inscrit à l'UNESCO sur la liste indicative du patrimoine mondial en tant que chemin de fer de Cerdagne. Et on va peut-être pouvoir évoquer une dernière chose quand même en patrimoine aujourd'hui, avec tout simplement, je voulais vous évoquer quand même les orgues dits. Les 4 derniers kilomètres sont bien plus abruptes, avec une pente moyenne de 9%. Les orgues catalanes qui sont magnifiques, structure géologique au pied du Canigó. Ce camp naturel se visite au cours d'une promenade de 45 minutes dans la vallée de la Tête. Venez découvrir un paysage féerique. Les orgues d'île sur Tête au pied du Canigó. C'est un panorama saisissant, se mêle la pierre, la lumière et la montagne. Site géologique et touristique, bien évidemment. Classé en 1981, cheminée de fée ou formation géologique en forme. C'est résultat de l'érosion de roches sédimentaires vieilles de 4 millions d'années. Ces orgues dits qui sont tout simplement magnifiques. Donc je pense qu'on a terminé un peu pour notre version patrimoine du jour, qui a quand même été un petit peu longue, moins que ces 2 dernières journées. Mais le premier jour c'était un contre-la-montre, donc au-delà de la présentation du tour, c'était compliqué à faire. Et nous on va se retrouver tout de suite plutôt dans le final de ce classement montagne. Si on s'attache à un point sportif, nous voici dans la Colada de Tozes, 19 km 300 à 4,4% de pente moyenne en première catégorie sur le jeu. Mais IRL, on sera sur 9 km 300 à 6,5% de pente moyenne parce qu'il y a la longue portion faux plat montant, mais surtout la portion descendante. Et je pense qu'elles sont pris après la portion descendante. 5 minutes et 26 secondes d'avance à 70 km de l'arrivée, c'est trop tôt encore pour imaginer une victoire d'étape. Mais l'écart fait que d'augmenter par rapport aux hommes du peloton. Jordan G4 qui imprime un gros tempo ici, qui met en difficulté quelques courses. Ça va essayer de faire une première, j'ai envie de dire tout simplement une première décision, en tout cas par le coureur français, le breton, dans cette échappée. Mine de rien, on a Guillaume Martin Guionnet qui essaie de s'accrocher aussi. Peut-être l'un des premiers qui pourrait craquer, c'est Magnus Cort Nielsen, lui qui mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison, ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France, bien évidemment, vainqueur d'étape sur les 3 grands tours. Mais surtout sur le Tour de France, on se souvient de celle à Morzine sur la petite port avec ce sprint face à Nick Schulz notamment, mais aussi ses échappées lors des 4 premières étapes en ligne, par exemple du Tour de France en 2022 où il aurait pu être le plus combatif, mais malheureusement il avait dû abandonner positif au Covid. Mais par contre, il avait été exceptionnel en échappée, notamment au Danemark, pour aller prendre tous les points du classement de la montagne. Le coureur de la Unox, ancien vainqueur d'étape sur le Dauphiné également, c'était en 2024, il me semble qu'il s'était imposé face à Bruno Armirail. Allez, nous on va essayer de s'accrocher avec Carlos Verona. Et Rubio aussi, un de nos principaux rivaux. C'est vrai qu'on l'a pas présenté tout à l'heure, Rubio. Bien évidemment, qui a été dans le top 10 par le passé du Giro, je crois. Vers la 10ème place peut-être.
entre 8 et 10, 2024 et 2025 il me semble. Il y a un Android face à nous qui voudrait jouer le classement général, lui qui avait aidé notamment, si on se souvient bien évidemment l'an dernier, pour s'imposer au sommet du Mont Ventoux, Valentin Parepinte. On va quand même passer avec Carlos Verona devant 40 Nissen, mais on a vu nos difficultés. On vient de perdre la tête du classement de la montagne. Oui, mais vous inquiétez pas. On pourra le récupérer. Mais regardez cette minute d'avance, attention. Hein. Est-ce que l'échappée irait pas au bout aujourd'hui? Parce que c'est vrai que c'est peut-être une erreur de jugement de ne pas avoir mis Skelmos à l'avant ou Deredji, mais Deredji n'était pas en très bonne forme. Et je savais pas, parce que c'est vrai que l'échappée va pas tout le temps au bout. Alors là, on a perdu un petit peu de temps. Mais on va se retrouver tout de suite dans le final de cette étape. On verra si l'échappée ira au bout. Je pense bien finalement que l'échappée n'ira pas au bout. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu 3 minutes d'avance depuis que l'IA s'est mise au sprint dans ce col du calvaire. Mais bien avant, déjà dans la partie de transition et la descente, 13 km 800 à 4,2% de pente moyenne, mais ASO a retenu 11 km 400 à 4,1% de pente moyenne. On va passer à Font-Romeu justement dans cette ascension-ci. Ouais, le peloton qui s'est mis au sprint, j'ai demandé à Van Wilder dans le groupe Van Wilder à Véronen de rouler à 80 parce qu'il s'est fait décramponner quand ça a accéléré dès le pied de l'ascension. Écoutez, ils sont à 30 secondes avec 30 secondes de retard. Nous, notre objectif, c'est d'essayer de perdre le moins de temps possible. On a perdu la tête du classement de la montagne, mais c'est avant tout, surtout parce que on n'était pas à l'avant, même si on peut prendre des points encore sur ce col de deuxième catégorie. Et ça monte au sprint avec la Decathlon CMA CGM. On le sait, le jeu adore monter au sprint. Par contre, Ayuso qui est censé être mon leader, ouais, la barre bleue est pas si dingue que ça. On va nous donner d'ailleurs le gel bleu à Deredji West. Celui qui a la meilleure barre de mon équipe, c'est Mads Pedersen avec ses stats physiques, bien évidemment. On ne jouera pas l'étape avec Mads Pedersen peut-être, hein, mais il est très très fort. On est encore 65 dans ce peloton. Rythme imposé par la UAE, mais les Decathlon CMA-CGM ont envie de faire le forcing pour Paul Sexas aujourd'hui, hein, qui est là le français. On voit Nispoli, Piganzoli, Benot, Roulet, Wellens. Gros rythme imposé par ses formations Remco Evenepoel qui porte le maillot vert après sa victoire hier où il a pris 50 points au classement par point. Et on va en avoir une légère portion quand même un peu plus plate juste après, hein. Mais c'est vrai que l'écart se stabilise pour le moment. En ce qui nous concerne, de toute façon, on est toujours 60 dans ce peloton. Mais je pense pas que l'échappée ira au bout, ne serait-ce que maintenant, parce qu'on aura quand même encore une longue portion de transition. Il suffit juste de voir, mais ça descend pas totalement. Puis après, ça remonte et descente avant les derniers kilomètres, parce que ce serait une montée. Oui, mais c'est 1 km 700 répertorié par SO à 6,5%. Les angles. Je pense qu'il y a des situations pas difficiles. Après, des coureurs qui auraient été battus sur les deux premières étapes, qui auraient perdu pas mal de temps. Irel pourrait essayer de prendre dans une échappée qui, elle, aurait l'occasion d'aller au bout. Mais sur TDF, on est en première semaine de tour, donc c'est plus difficile qu'une échappée puisse se prendre assez d'avance pour aller au bout, sachant que les organismes forcément sont encore assez faibles. On va prendre notre gel bleu, parce que je dis tout le temps c'est 15% de la barre grise, donc de la barre de fatigue. Et c'est compliqué, on va donner le gel bleu aussi à Juan Ayuso. C'est vrai que je suis pas du tout beaucoup passé sur Juan Ayuso depuis le début de ce tour en temps réel. Alors que c'est notre leader. Mais je voulais jouer avec Pedersen hier parce qu'on est en pic de forme. Là forcément on a Skelmos qui est en état de grâce. Forcément ça donne envie de jouer avec Skelmos qui est maillot porteur du classement de la montagne bien évidemment. Donc ça rentre aussi en compte. La Decathlon CMA-CGM qui se met à rouler. Magnifique paysage comme ici, vraiment on a l'impression d'être un peu sur un plateau. Après c'est vrai que on est sur un col à 4,2% de problème, mais c'est difficile surtout sur sa longueur et que il a essayé réguler parce qu'on a quelques pentes un peu plus difficiles, mais beaucoup de portions en faux plat également. Je sais pas si c'est du bluff, mais points assez haut, hein, parce que la première session on était à 1778 mètres tout à l'heure et là on est à 1836. Donc on est au-dessus des 1600 mètres d'altitude. Au bout des 1600 mètres d'altitude, on commence à avoir quelques coureurs et surtout quelques effets justement de l'altitude qui se font sentir, notamment le fait qu'on ait moins tout simplement d'oxygène. C'est à partir de 2600 mètres qu'il y a quelques effets, mais c'est surtout au-delà des 2000 mètres. On ne passera pas les 2000 mètres aujourd'hui, mais attention, par contre, ça monte au sprint du côté de l'IA. Ici, c'est pas l'idéal. Avec Ayuso, ouais, mais ça monte au sprint, les gars. C'est un peu abusé. Devant, il y a une jonction, ils sont à 1 km 300 du sommet. Nous, on va basculer, hein, mais le jeu décide d'aller au sprint. On a Vauclin qui est également à côté de nous. Skuns, on va lui demander de pas s'accrocher maintenant parce qu'il va être distancé en pas très longtemps. Deredji aussi, Valchek voilà, essaye de s'accrocher dans un coup même. On va lui dire plus, on va lui dire sans se fatiguer parce qu'en réalité
Valchek, voilà, il va essayer de récupérer un peu d'énergie. Peut-être que demain, ce sera la chance pour un de nos coureurs d'aller à l'avant. Skelmos, on va lui dire... on va lui dire de protéger. Peut-être pas Skelmos, mais plutôt, voilà. Mathias Skelmos des Reggie, même si je pense qu'il va craquer dans pas très longtemps le 5ème du dernier tour d'Italie. C'est quand il y a surtout un peu de barre de fatigue. On va essayer de gérer les effectifs là-dessus parce que demain, il peut avoir une chance de s'imposer, tout comme Mads Pedersen pour notre équipe, qu'il ne faudra absolument pas oublier. 3 minutes d'avance pour échapper. Est-ce qu'il irait pas finalement où? Parce que c'est vrai qu'elle a perdu peut-être 1 minute 30 dans cette ascension devant. Est-ce que c'est Verona qui fait l'effort? Non. Mais il va peut-être basculer au sommet en tête. Ouais, ça fait 5 points, donc il en a pris un peu plus. Il en a pris 12 aujourd'hui. Il est passé en tête au dernier Grand Prix de la montagne. Donc c'est plutôt pas mal pour lui. Ouais, mais Skelmos a largement une meilleure barre que nous avec Juan Ayuso. Peut-être le physique qui aurait été un problème aujourd'hui, je sais pas. En tout cas, on va basculer quand même à 40 encore aujourd'hui. Mats Pedersen, les gars, il vit sa best life. Dereji qui va craquer aussi sur le sommet. Mats Pedersen qui est quasiment dans le même état que nous, c'est pour vous dire. Alors que c'est censé être un sprinter presque, Mats Pedersen. Alors il a ses stats physiques qui compensent forcément. Ça monte au sprint de nouveau. L'écart va passer à 2,45. Alors ça dépend. Je pense qu'avec la descente où Lia adore aller à bloc, il y a moyen que l'échappée se fasse récupérer, sachant qu'il y aura quand même une légère portion de remontée, surtout que il y a une descente, oui, mais pas une descente très pentue et propice à énormément récupérer. Donc ça va être un problème en ce qui nous concerne. Hop là, avec Juan Ayuso dans ce virage aussi. Donc on va pouvoir récupérer, mais pas beaucoup. Le peloton, lui, il revient à 2 minutes 30 peut-être des hommes de tête. Ça peut être chaud, après il faudra voir ce qu'on est capable de réaliser aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait pas avec Skelmo s'imposer ou avec Ayuso? Parce qu'avec Ayuso on a perdu un petit peu de temps. Mais regardez, McNulty est déjà, on perçoit déjà une limite de Brandon McNulty. Dereji déjà distancé. Alors Dereji, je vais quand même continuer à rouler à 100 parce que pour un classement par équipe, même s'il y a la UAE, il y a la Visma ou la Red Bull et la Decathlon, on a quand même un collectif qui pourrait nous permettre, j'ai envie de dire presque, d'être dans la bagarre. La meilleure équipe pour le moment avec les dossards jaunes, c'est la Red Bull. On peut être très très intéressant, bien évidemment. L'échappée est en train d'augmenter son avance sur le groupe maillot jaune. De récupérer un petit peu de bleu, mais on n'en aura pas beaucoup. Par contre, Lia qui risque de se mettre encore sprint parce que là on a qui? On a Adam Yates qui va rouler. Jorgensen. Après, Ayuso, c'est celui qui a le moins de barres pour mon équipe. Mais j'ai pas l'impression que les favoris finalement ont envie d'aller au bout. Et on pourrait presque jouer la victoire avec Verona. Donc Verona maintenant, tu vas pas passer le moindre relais. Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. Alors est-ce qu'on joue la victoire avec Verona? Je suis pas sûr. Face à Jordan Gigat, Plap, Kort Nielsen, Van Wilder et Yannis Aguirre, on est peut-être l'un des moins forts. Donc c'est pas à nous de rouler. Mais là, j'ai pas l'impression non plus que dans ce peloton-là, il y a beaucoup de coureurs qui ont envie de rouler. Donc vous savez quoi, on va demander à Mats Pedersen d'aller faire de l'effort. Allez, Mats Pedersen, est-ce qu'il aurait pas la capacité à se mettre à rouler? Parce que là, c'est vrai que côté Visma, on n'a pas tant envie que ça. Idem côté Adam Yates ou même Brandon McNulty. Par contre, là, on va imprimer un gros tempo. Alors c'est vrai qu'on avait Verona devant, mais c'est peut-être pas la meilleure carte. Donc là, on va faire un gros changement de rythme. Alors ça va peut-être être fatal à Ayuso malheureusement, mais j'espère que ce sera pas surtout fatal à notre coureur. Et bon, écoutez, on a un Mats Pedersen en pic de forme, limite il pourrait performer aujourd'hui. Mais non, on a un état de grâce en ce qui concerne notre coéquipier notre coéquipier Mathias Kalmos. Donc forcément on a envie d'aller chercher quelque chose aujourd'hui. Avec Pedersen, on est là. Et l'écart, on a directement récupéré déjà 40 secondes. Il est très très bien. Mathias Kalmos, il a une énorme barre, donc faudrait honnêtement tenter avec lui aujourd'hui. C'est vrai qu'on est moins avec Ayuso, mais Ayuso, on est à que des fermes classiques. Là, sur ces deux premières étapes qui sont assez difficiles quand même. On va récupérer un petit peu dans la descente, même s'il n'y a pas réellement de pourcentage qui nous permettent de récup. C'est ça aussi le gros problème, c'est qu'on est sur des routes qui sont vraiment en prise avec des longues portions de faux plats qui nous font mal, surtout avec les stats de, la note de plaine notamment. Alors est-ce qu'on arrivera à le récupérer la minute 45? Je veux dire, on a récupéré quasiment 50 secondes depuis qu'on a pris le relais, même on a récupéré 50 secondes avec Pedersen pour le moment. Ça aussi, c'est très très bien d'avoir un Mats Pedersen en tant que coéquipier
dans ce type de scénario. Allez, Mads Pedersen qui se met à rouler. On aura une portion qui remontera ici, hein, mais on n'est pas dans la portion directement des angles, hein, pas du tout. Par contre là c'est sûr que si ça se met à rouler avec Pedersen, qui s'est arrêté d'ailleurs, je sais pas ce qu'il a foutu Matt. Tu veux pas rouler Mads Pedersen? Van Wilder est parti, mais ça, enfin Van Wilder justement il a perdu un petit peu de temps, hein, le groupe dans lequel on est, avec Verona devant sur les aguets, mais ça va se rejoindre. Voilà, Mads Pedersen qui va faire un très gros relais. L'écart se réduit entre le peloton et la tête de course. Ouais, bon après j'ai mis à 110, hein, mais on va peut-être pas non plus lui dire 110, lui mettre 110 tout le long. Peut-être tempo à 100 histoire 2. Mais déjà c'est quand même un gros rythme hein, qu'il impose ici Mads Pedersen. L'écart va bientôt passer sous la minute. Alors c'est vrai que c'est un peu bête quand on a Verona, mais Verona honnêtement il tiendra pas jusqu'à l'arrivée. Donc Verona par rapport à Ayuso, au vu de la barre il tiendra absolument pas. Après c'est vrai que quand on voit qu'Ayuso on a un pont sur on se tire un peu une balle dans le pied. Plus que 5 km mais notre leader classement de la montagne, il pourra pas être co-leader, mais bon, c'est vrai que le co-leader, on a dit qu'il est un peu en difficulté là, c'est très compliqué. Après, jusqu'au dernier moment, j'hésitais entre Lidl Trek et Bahreïn. Donc c'est peut-être le fait que je sois pas passé sur Bahreïn. Sur Lidl Trek, j'ai pas modifié des stats alors que je l'ai fait pour Lenny. Alors est-ce que Lenny Martinez d'ailleurs est dans ce groupe? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que Lenny Martinez est ici? Lenny Martinez, il est bien dans ce groupe là. Pour ces classements-ci, à l'heure actuelle, on avait combien de points au classement montagne? On avait seulement 8. Et peut-être qu'en cas de victoire, on pourra en récupérer des points. Gros rythme, hein, toujours de Mads Pedersen. On va arriver dans ses premières portions d'ascension. Mads Pedersen va s'écarter. Allez, on va utiliser le Mathias Kelmos pour le moment. On va passer sur le Danois qui semble vraiment... être dans une très grande journée aujourd'hui. Faut pas qu'on se fasse gêner parce que là ça va aller au sprint. Ayuso, non alors Ayuso, moi je vais t'expliquer un petit délire. Enfin, je vais dire rouler à 80, non, tu vas te mettre à 100. Mais tu restes placé là, tu te mets pas au sprint comme tous les autres. Là ils se mettent au sprint, c'est tant pis pour écouter. Hein. Un peu moins de 40 secondes d'avance, ça va se jouer dans un mouchoir de poche. Et c'est peut-être avec notre rythme hein, que l'échappée n'ira pas au bout, ça aussi faut y penser. Là, ça y est, on arrive dans la montée finale des angles. 2 km à 6,6% de pente moyenne. Forcément, dans le jeu, l'IA kiffe tellement se mettre au sprint. On voit un Vingord déjà au sprint. Verona va être récupéré devant. Il ne tentera pas le tout pour le tout. Même si Jordan Jegat s'est envolé ici. Putain, mais on s'est fait gêner là, bordel. Enfin, mais Bernal, mais putain. Ils sont en train de nous niquer notre course là, mais vraiment. Allez, on va essayer d'utiliser le turbo gel avec Mads Pedersen. Peut-être qu'ils auront plus de rouge sur le sommet, nos adversaires. On voit, hein, déjà c'est dur pour Paul Sexas. Attention quand même, Jordan Jegat est récupéré avec Cornissen. On va essayer de faire le gros de l'effort ici. Essayer de passer avec Mathias Kelmos pour aller s'imposer. Oui, la première victoire sur ce Tour de France pour notre équipe sur cette troisième étape aux angles avec Mathias Kelmos. On se savait très fort en état de grâce. Ayuso arrive dans le même temps. Et on prend également 2 points classement de la montagne. Mais victoire avec Skelmos. Le plus 3 nous aura permis de nous imposer en puncher. On savait qu'on était peut-être pas le coureur le plus attendu. Mais on savait qu'on avait des capacités sur ce terrain là. Et ça a été prouvé une nouvelle fois. Magnifique victoire pour notre coureur aujourd'hui. Ah, c'est une très belle démonstration qu'on a réalisée en puncher. En prenant ses points au classement. Bon, pas que c'est pour le classement de la montagne, mais surtout voilà, on s'impose, on s'est fait confiance, on a pris le meilleur coureur qu'on pouvait avoir sur le parcours. Alors c'est vrai qu'on récupère l'échappée dans les 304 derniers mètres, ça s'est joué à pas grand chose, mais au sprint on s'impose face à Vingegaard. Belle victoire pour nous. Et victoire de Skelmos, notre première victoire sur ce Tour de France au bout de 3 jours. Alors c'est peut-être moins rapide qu'avec la Soudal Quick-Step, mais bon, on s'était déjà imposé des fois au bout de 10 étapes sur un Tour de France, donc là ça fait énormément plaisir de gagner aujourd'hui avec notre avec Mathias Kelmos, tout simplement pour notre formation. Vingegaard toujours en jaune avec ce Tour de France, maillot de la Visma. Le maillot vert pour Remco Evenepoel, le maillot vert pour maillot de la montagne pardon pour Jordan Jegat qui nous le prend par contre. Qui sera un concurrent je pense. Bien évidemment dans ce classement. Et puis pour la Nen Compagninos, le maillot blanc toujours pour Kevin Vauquelin, qui l'avait déjà porté en début de tour l'an dernier.
au bout de la deuxième étape et là qui récidive de nouveau du côté du classement de cette étape. C'est la victoire tout simplement de Mathias Kalmos pour notre équipe en 4h51 minutes et 35 secondes avec 10 secondes de bonification pour nous, le Danois de la Leader Trek. Par contre, on perd quand même 14 secondes. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Avec tout simplement Ayuso, c'est que ça nous passe quasiment devant par rapport à toute l'avance qu'on avait. Mais bon, on l'a pas joué jusqu'ici. Par contre, en montagne, on va jouer très clairement avec Ayuso sur les prochains jours. On a quand même pris une légère cassure de 3 secondes. Lenny Martinez finit dans la roue de Juan Ayuso qui a perdu un petit peu de temps là dans les cassures du final. Victoire, victoire non mais en tête du classement général toujours en 9h10 minutes et 15 secondes, c'est Jonas Vingegaard, le Danois de la Visma, Lead the Bike. Bon, Ayuso rentre quand même dans les 10 premiers, mais on a déjà plus d'une 30 de retard. C'est sûr que j'aurais pu être mieux si hier je joue pas avec Pedersen, si aujourd'hui je joue pas avec Mathias Kalmos, mais on était aussi là pour se faire kiffer sur ce tour en temps réel et on ramène déjà une victoire d'étape et ça fait déjà très plaisir sur ce tour. C'est déjà un objectif de réaliser, mais là l'objectif sera de réaliser, sera de gagner plusieurs étapes. Bien évidemment le top 5 au classement général, hein. On a dit des victoires d'étape, mais surtout le top 5 au classement général. Et le maillot à poids, pourquoi pas le maillot vers la combativité maillot à poids qu'on a quasiment sur tous les tours, qui sont des objectifs. Et si on peut garder cette série, et d'ailleurs, quand je parlais de 3 victoires d'étape françaises en objectif côté coureur français sur le tour IRL, je n'ai pas parlé de quel objectif je pensais pour le classement général. Et j'aimerais beaucoup un top 5, et je pense que Paul Sixas peut faire un top 5. Vauclin, ça serait un peu plus dur, mais il pourrait être dans la discussion. Ou Lenny Martinez après Vauclin, c'est sûr que c'était un peu plus compliqué depuis quelques temps, mais est-ce que là le fait d'avoir les clés du camion, alors est-ce qu'il jouerait pas le maillot de la montagne, c'est à voir pour lui. Mais il serait beaucoup plus surveillé que l'an dernier, ça c'est une certitude. Du côté du classement du grimpeur, 15 points pour Jordan Gigat, le coureur français de la Total Energy. Du côté du classement par points, 61 points pour Remco Evenepoel, le Belge de la Red Bull Boråsgreux. Mais dès demain, il y aura une chance peut-être avec Mats Pedersen d'aller se rapprocher dans ce classement-ci avant les étapes de plat. Du côté du classement des jeunes, en 9h11 minutes et 1 seconde, c'est Kevin Vauclin, le coureur français de l'année de compagnie Neos. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe allemande de Leader Trek. C'est notre équipe en 26h58 minutes et 46 secondes. Et ça fait très plaisir. Ceci parce qu'on a Pedersen qui a fait une très belle étape. Mais des Regis, c'est plus compliqué. Et puis du côté du classement de combativité, 266 km pour Yannis Aguirre, l'Espagnol de la Cofidis. Avec Tom Skins, on est assez loin. On en a fait que 3 avec Skelmos. De toute façon, j'ai envie de dire Skelmos ainsi que Verona et Skuns vont être des corps qu'on verra beaucoup à l'avant. Je pense aussi on verra pas mal de Quinn Simmons. C'est sur les étapes de plat, du Quinn Simmons, du Vacek, du Skuns. Parce que je sais que c'est aussi bien sur en temps réel d'envoyer des corps à l'avant, même si on a une grosse équipe. Faut se faire plaisir à certaines reprises quand même. Et ouais, il est assez long quand même des Reggie, à plus déjà de 10 minutes au général. Attendez, il a perdu combien de temps aujourd'hui? Il en perd 8,50. Bravo les gars, félicitations à vous. Ouais, la mauvaise forme, elle s'est fait sentir pour notre cours. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Encore une journée très longue en termes de vidéos. Mais bon, c'est le temps réel, c'est aussi cela. Et puis, on se retrouve très bientôt. C'était Cyclisme 3D pour te bien, à la prochaine, ciao.